Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Comité national olympique marocain. Toujours un réel plaisir de vous retrouver. Dans beaucoup de fédérations sportives, il y a un acteur souvent moins visible et pourtant central, le directeur technique national. Alors, quel rôle il joue? Quelle est sa mission? Quelle est la limite de sa mission? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le président de la Fédération française des directeurs techniques nationaux, Monsieur Ludovic Royer. Ludovic, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du Comité national olympique marocain. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour cette thématique. Et je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française des directeurs techniques nationaux. Alors, je suis effectivement le président de l'Association des directeurs techniques nationaux et je suis actuellement DTN de la Fédération de roller et skateboard, après avoir été pendant 2 Olympiades DTN de la Fédération française de canoë-kayak. Donc, vous savez de quoi on parle. Vous êtes un homme de terrain, comme on dit. Exactement, c'est le cœur de mon métier. Alors, Ludovic, moi j'ai une question très simple. Quel est le rôle d'un directeur technique national au sein d'une fédération sportive? Alors, j'aurais tendance à dire que son rôle, il a évolué dans le temps. Le rôle d'un DTN aujourd'hui, c'est pas celui initialement pensé, on va dire, par les autorités publiques en France. À l'origine, le DTN était un peu le moine soldat qui développait, structurait une fédération française dans telle ou telle discipline. Aujourd'hui, les fédérations, elles ont considérablement évolué. Et j'ai tendance à dire qu'il y a presque autant de directeurs techniques nationaux que de fédérations. C'est vraiment un poste assez singulier qui se construit, on va dire, en confiance avec les élus et aussi avec l'État français pour en définir un petit peu les contours. Cela étant dit, une fois qu'on a dit ça, on va dire qu'il y a des rôles un peu centraux. Le premier, c'est d'être le représentant de l'État au sein de la fédération, ça c'est certain. Mais c'est aussi, comment dire, le leader manager qui va contribuer à développer un spectre plus ou moins large des activités d'une fédération dans une discipline donnée. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un expert sportif? En plus Alors, du fait qu'il soit… pendant très longtemps, effectivement, vous avez raison, c'était un expert de sa discipline. C'est comme ça que la fonction de DTN avait été imaginée en France. Aujourd'hui, on voit une évolution avec notamment plutôt des profils, je dirais, d'administrateurs du sport, des gens qui connaissent très très bien l'écosystème sportif français, le contexte socio-économique de notre pays et qui arrivent justement à faire le lien entre État, fédération et également monde économique pour continuer à développer la fédération qu'ils dirigent. Cela étant dit, on voit quand même qu'il y a un marqueur fort, c'est que certes, s'ils ne sont pas nécessairement experts de la discipline qu'ils dirigent, ils ont été, pour la plupart d'entre eux, voire la totalité d'entre eux, des experts, des acteurs de terrain qui ont mouillé le maillot à différentes fonctions avant de prendre de plus hautes responsabilités dans telle ou telle fédération. Parfois, on observe cette hiérarchie dont vous parlez, Ludovic. Le DTN était un ancien entraîneur ou excellent entraîneur, était aussi un ancien sportif de haut niveau. Est-ce qu'on est toujours dans cette même logique? Je dirais qu'il y a eu un rééquilibrage. Auparavant, effectivement, c'était la filière entraînement qui drainait, on va dire, ces cadres supérieurs du sport. Il y a toujours cette dimension. Cela étant dit, quand je parle d'administrateur du sport, on voit bien qu'il y a d'autres compétences, notamment managériales et en termes de leadership, qui sont nécessaires. Et vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui a débuté sa carrière comme ingénieur de formation ou quelqu'un qui a vraiment développé commencer sa carrière sur tout ce qui est les projets de développement et de structuration qui, un jour, est choisi par le ou la ministre des Sports pour diriger telle ou telle direction technique nationale. Donc, on a vraiment un mix en termes de profil qui permet justement au président des différentes fédérations de trouver le ou la DTN qui correspond à son projet à un instant donné. Donc aujourd'hui, on peut dire que un DTN, directeur technique national, c'est plutôt un manager, un leader, un stratège et aussi un expert du sportif.
Exactement, c'est exactement aujourd'hui je dirais la bonne définition du directeur technique national en France. Cela étant dit, s'il faut quand même un peu nuancer mon propos, un illustre DTN français m'a dit quand je suis arrivé jeune DTN, Ludovic, tu peux t'occuper de tout à partir du moment où la fédération ramène des médailles aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc on voit bien que quand même il y a un prisme de départ, c'est qu'il faut d'abord que la fédération soit performante une fois tous les 4 ans, ou tous les 2 ans pour la fédération que je dirige aujourd'hui parce qu'elle est d'été et d'hiver, mais globalement, c'est tous les 4 ans. Et si vous êtes performant sur le champ sportif, le DTN peut déployer l'ensemble de ses compétences sur les politiques de formation, les politiques de développement, les stratégies de relations internationales et d'influence que la fédération peut avoir auprès notamment de sa fédération internationale ou de d'autres fédérations nationales amies. Donc, mais c'est quand même la dimension sportive qui prime. Il faut avoir une technique nationale qui contribue au rayonnement de la France une fois tous les 4 ans à l'occasion des Jeux Olympiques. Donc, si j'ai bien compris, sa première mission, c'est de ramener des médailles ou d'être je dirais, le stratège ou le planificateur des programmes de performance au sein de la fédération. Exactement, je pense que son rôle numéro un, c'est de créer les conditions pour réussir cet objectif de perf, c'est-à-dire tracer le bon horizon, trouver les bonnes personnes et les mettre à la bonne place, et tenir la barre quand il y a la tempête, hein, parce que 4 ans, c'est long et il y a forcément des hauts et des bas. Donc ce rôle de leader-manager, il est essentiel, et que l'on soit, je vais dire, sur une dimension très macro ou très terrain, c'est vraiment le fil rouge du métier de directeur technique national. Ludovic, je voudrais revenir sur la création de l'Association française des directeurs techniques nationaux. Une petite parenthèse, qu'est-ce qui a conduit à la création de cette association? Alors, c'est une association qui a été créée il y a une bonne grosse quarantaine d'années, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le métier de DTN, en fait, vous arrivez tout en haut de l'architecture, on va dire, hiérarchique d'une fédération, et mine de rien, c'est un métier qui isole. On est une petite soixantaine en France de DTN. Toutes les fédérations françaises n'ont pas de DTN. L'État n'a pas fait le choix de nommer un fonctionnaire à la tête de chacune d'entre elles. Donc on n'est pas nombreux, on est tout en haut et souvent c'est quand même un métier qui isole. Donc cette association professionnelle a été créée déjà pour rompre cet isolement et qu'on puisse se retrouver entre confrères pour tisser ce lien de solidarité. La deuxième mission de notre association professionnelle, c'est clairement les échanges de pratiques, le partage et la montée en compétences réciproques. Et puis, j'irai dans un troisième point, c'est la défense de la corporation, parce que c'est un métier tellement singulier dans la haute fonction publique française qu'on a nécessairement besoin d'expliquer, de faire connaître et de faire rayonner le métier de directeur technique national dans notre écosystème administratif. J'apprécie beaucoup ce point d'échange de pratiques professionnelles ou interroger nos pratiques, mais je pose une question, est-ce que ça n'a pas des limites ou dans la mesure où chaque DTN voudra garder un peu ses secrets de recettes pour lui et pour son sport? Est-ce que cet échange se fait naturellement et spontanément et facilement? Eh ben, détrompez-vous, en fait, le DTN souvent est quelqu'un qui est dans le partage et a souvent plaisir de faire gagner du temps à son collègue de la fédération d'à côté. Que ce soit au niveau des fédérations françaises, mais aussi il y a beaucoup de DTN français qui partagent avec leurs homologues étrangers. Il y a cette culture, en tout cas, je crois que c'est un des marqueurs forts des personnes, des hommes et des femmes qui prennent cette fonction, en tout cas en France, d'être dans une logique d'ouverture et de partage. Et je peux vous assurer que ça nous fait gagner toutes et tous beaucoup de temps et beaucoup d'énergie parce que toutes les situations que Monsieur X va rencontrer dans son écosystème professionnel, c'est sûr que quelqu'un d'autre, il y a 6 mois, 1 an, 4 ans, 10 ans, a connu la même chose et peut lui faire gagner avec un retour d'expérience qui va lui permettre d'aller plus vite et de ne pas commettre les erreurs que d'autres ont pu déjà commettre dans le passé.
En effet, c'est très précieux. Et comment vous vous organisez? Est-ce que les DTN se rencontrent à une fréquence particulière ou comment vous vous organisez concrètement pour qu'il y ait cet échange d'expérience entre les DTN? Alors c'est vrai que le métier de DTN est un métier un peu dingue, hein, où on travaille beaucoup et on voyage énormément. Donc les rencontres physiques, elles n'ont pas forcément lieu très souvent, mais on se regroupe quand même de temps en temps. Et sinon, très régulièrement, on va pouvoir échanger sur telle ou telle dimension professionnelle. Et on a, on va dire, des petits groupes qui se créent sur telle ou telle thématique. Tout le monde n'y participe pas, mais ça va regrouper l'ensemble des acteurs qui sont intéressés par tel ou Oui. tel sujet. Je prends exemple la formation. On a un groupe thématique qui se réunit très régulièrement et pas que avec des DTN. Nous avons Mhm. toutes et tous des adjoints en charge de telle ou telle thématique et la Ouais. SDTN s'ouvre entre guillemets également aux adjoints pour qu'on puisse démultiplier notre force de frappe et, et partager sur l'ensemble des thématiques qui concernent la Ouais. direction technique. Je note quand même, Ludovic, que le DTN en France est un fonctionnaire de l'État qui est détaché auprès d'une fédération sportive. Alors, c'est exactement ça. Nous sommes des agents de l'État et nous sommes placés auprès de la fédération en restant hiérarchiquement rattachés à la ministre. Mais nous intervenons, on va dire, sous l'autorité fonctionnelle du président d'une fédération. Et le choix du DTN se fait de manière conjointe entre le président de fédération et le ou la ministre chargée des sports du moment. Et justement, est-ce que cette logique du président, qui est une logique, je dirais, d'élu, ou une politique, qui est une logique politique en quelque sorte, est-ce que parfois il n'est pas en opposition avec la logique sportive d'un DTN? Est-ce que ça ne crée pas parfois des conflits? Ce que j'ai tendance à penser, moi, c'est que une des conditions de réussite d'un directeur technique national, c'est d'être totalement lié, philosophiquement en tout cas, être à l'aise dans ses baskets pour déployer le projet fédéral d'un président. Le Code du sport en France dispose que le rôle d'un DTN, le rôle des conseillers techniques sportifs, donc de tous les agents qui exercent auprès d'une fédération, est de déployer, de mettre en œuvre le projet fédéral d'un président, d'un exécutif fédéral. Et donc, c'est vraiment ce couple, comme on le dit, président DTN, qui est essentiel et qui fait la réussite à la fois du projet fédéral d'un exécutif et à la fois la réussite d'un directeur technique national dans son périmètre de responsabilité. Donc ce couple-là, il est vraiment essentiel et c'est quelque chose qu'on cultive parce que c'est une condition non négociable de la réussite. Je suis tout à fait d'accord et j'adhère complètement, mais parfois, je dirais, le président qui est un élu a une logique, je dirais, politique, le DTN parfois a une logique sportive. Est-ce que parfois l'un ne piétine pas sur l'autre? C'est comme dans tous les couples, Arrivé. c'est une histoire des fois de compromis. Mais surtout, ce que j'ai tendance à dire, c'est que je pense que dans ce système-là, chacun a une place et chacun a sa place. Le DTN est le leader opérationnel du déploiement du projet. Le président est le leader politique. C'est celui qui va incarner, qui va tracer cet horizon global. Là où il peut y avoir des dysfonctionnements, c'est quand le directeur technique national veut faire de la politique ou à l'inverse, quand le président veut faire de l'opérationnel. Euh, à partir de là, en fait, effectivement, il peut y avoir de la friction. Mais quand chacun est à sa place et tient sa place et joue son rôle dans un couple où les choses sont bien posées, avec une vraie fidélité et une vraie loyauté, on a plein de couples président d'Éten qui fonctionnent extrêmement bien et de manière très très fluide. J'aime bien cette image, Ludovic, que vous avez donnée du couple président-DTN. C'est un tandem, je dirais, qui doit avancer en même temps et dans la fidélité, dans la confiance mutuelle. Euh, Quels sont en quelque sorte les secrets pour que ce tandem réussisse très bien à mener à bien le projet d'une fédération? Je pense que le premier point, c'est d'être bien au clair dès le départ sur quelle est la philosophie, quelle est la vision. Tout le monde n'a pas nécessairement les mêmes objectifs, la même vision. Il ne doit pas y avoir de hiatus au départ. Donc, il faut prendre le temps de se connaître Mm. et d'être bien d'accord sur ce que l'on va
mettre en place. Le deuxième critère, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que chacun a une place et chacun a sa place. Il ne faut pas que le DTN se prenne pour le président et il ne faut pas que le président joue le rôle de DTN. Et le troisième point, il n'est pas anodin, c'est que on le voit bien dans notre écosystème sportif et administratif, il ne doit pas y avoir une feuille de papier de cigarette entre l'un et l'autre. Et le jeu des acteurs est souvent d'essayer de distendre, on va dire, ce couple président-DTN. Et l'enjeu est donc de faire en sorte que le président et le DTN restent totalement liés l'un à l'autre, malgré le jeu des acteurs externes qui cherchent à les séparer. Et ça, ce point-là, il est essentiel parce qu'on le découvre au fil de l'eau. Et quand je parlais de loyauté et de sincérité dans la démarche, c'est quand il y a un problème, c'est tout de suite l'aborder, tout de suite le traiter pour in fine le trancher et ensuite pouvoir passer à une relation qui reste sereine. De votre expérience, Ludovic, quand un président cherche à occuper aussi la place du DTN ou commence je dirais, à accomplir des missions qui appartiennent au rayon du DTN, quels sont les risques, quelles sont les dérives? Est-ce que vous avez des exemples concrets? Oui, il y a des exemples concrets et en général, ça conduit à un échec global en fait, parce que le président, il a besoin d'incarner ce rôle politique, il a besoin d'être tourné souvent vers l'extérieur, c'est vraiment le représentant numéro un légitime d'une fédération. Il a besoin de fixer un cap, mais entre fixer un cap et faire vivre ce cap au quotidien sur le terrain, il y a un delta qui est très grand et donc un président qui aurait envie de jouer un rôle opérationnel, mais qui n'en a pas la capacité parce que ça veut dire être tous les jours sur le terrain et faire un rôle de technicien, il va être entre deux eaux. Et le fait de ne pas être assez présent sur le terrain et de démonétiser, on va dire, les échelons intermédiaires entre lui et les acteurs de terrain va fragiliser à court ou à moyen terme le projet. Donc vraiment, le conseil que je peux donner à l'ensemble des présidents, c'est de pleinement jouer leur rôle de président, de fixer le cap politique, de choisir le bon TTN, de lui passer la bonne commande et ensuite de lui faire confiance. Et d'évaluer régulièrement en fait l'état d'avancement du projet. Ce que je dis souvent aussi aux élus, c'est que construire un projet de développement, de formation ou de performance sportive, c'est quelque chose qui ne produit pas des résultats en 15 jours. Donc il y a aussi un enjeu de patience. Et ça, je peux comprendre que pour les acteurs politiques, des fois, c'est compliqué parce que la temporalité politique est plutôt souvent sur du court terme, mais il faut apprendre à effectivement et accepter d'être patient pour récolter, in fine, le fruit de son travail. Donc, c'est vraiment une logique de construction sur le temps long qui permet, in fine, d'être satisfait et de réussir collectivement. Et quand ça se passe bien, comme ça, généralement, que ce soit les élus politiques sont ravis parce qu'ils atteignent les objectifs qu'ils s'étaient fixés au moment notamment de leurs élections. Et les techniciens ont pu déployer un projet de manière épanouie parce qu'ils ont toujours été soutenus par leurs élus. Et c'est quand ce lien élu-technicien est fort qu'on augmente de manière très considérable le potentiel de réussite à la fin du projet. Donc, Ludovic, vous serez bien d'accord avec moi, si un président commence à intervenir dans la sélection des équipes nationales, dans le choix des entraîneurs, dans la programmation, je dirais, c'est un risque d'aller vers l'échec, en quelque sorte, du projet sportif de la fédération. C'est souvent un risque, effectivement, quand il y a ce mélange des genres. Cela étant dit, ce que je dis souvent à mes collègues ou à mes collaborateurs, c'est que les décisions techniques peuvent aussi avoir des conséquences politiques. Donc, on doit à un moment aussi partager quand on fait des choix techniques avec un ou plusieurs élus en fonction de l'organisation de telle ou telle fédération, de façon à ce qu'eux aussi puissent appréhender la dimension politique de tel ou tel choix technique et être dans l'anticipation de la crise potentielle. Et c'est quand on est dans cette vraie collaboration où chacun a une place et chacun a sa place et chacun respecte les problématiques de l'autre qui fait qu'on a un système gagnant sur le temps long. Donc, c'est vraiment pas une logique d'exclusion en disant chacun chez soi. Non,
On est tous ensemble dans la même maison, mais chacun a un rôle différent. Et ça ne marchera que si en fait on respecte la fonction de l'autre et les conséquences pour l'autre de nos actions propres, que in fine on a un couple qui dure en fait. Mmh. En parlant du rôle de chacun, on a parlé du rôle ou de la relation président DTN ou élu DTN. J'aimerais bien qu'on parle de la relation DTN-entraîneur. Est-ce que c'est un peu la même logique ou est-ce qu'on peut dire que le DTN, parfois, est un super entraîneur? Alors de la même manière, je pense que le DTN ne doit pas être un super entraîneur. Si le DTN prend la place des Mmh. entraîneurs, bah, de la même manière, c'est le même mécanisme que je viens de vous décrire. Je rajouterais un point, c'est que là, on est clairement dans une relation hiérarchique et organisationnelle technique. On pourrait imaginer que ça puisse être très descendant, mais je pense que de la même manière, le métier d'entraîneur est un métier passion. Mmh. Les hommes et les femmes qui choisissent ce métier, ils ne le font pas par hasard. En général, ils ne le font pas en comptant leurs heures. Donc, on doit avoir une relation équilibrée pour avoir, in fine, une relation performante. Donc, ce que je viens de vous décrire dans la relation président-DTN, pour moi, elle doit se déployer entre DTN-entraîneur et puis aussi entre entraîneur et athlète. Donc, c'est vraiment une chaîne, on va dire, gagnante-gagnante. Et quand on arrive à faire ça du haut de la pyramide jusqu'aux acteurs de terrain, et ben, j'aurais tendance à dire que rien ne peut vous arrêter et vous aurez des belles réussites à la fin. Et Ludovic, s'il y a, je dirais, 3 missions absolument prioritaires pour un DTN, elles seraient lesquelles? Euh, Trois missions. Je dirais que la première, ça serait le leader manager hein, que j'essaye de vous décrire depuis quelques minutes. Mmh. C'est la mission essentielle qui va permettre de construire, on va dire, les fondations d'une direction technique qui va réussir à la fin. La deuxième mission, ou je dirais plutôt le deuxième axe philosophique du métier, c'est d'être un acteur de terrain. Même si vous êtes en haut de la pyramide et que vous pilotez toute la structure, votre légitimité, elle sera forte si vous êtes aussi sur le terrain. Donc, vous pouvez passer, je vais dire, des salles de réunion à Paris dans les ministères à être sur le terrain, comme je l'étais la semaine dernière au Brésil pour le championnat du monde de skateboard, Ouais. avec les entraîneurs et avec les athlètes. C'est vraiment cet aller-retour entre position de direction et de pilotage et position d'acteur sur le terrain, sans prendre la place des autres, qui fait en fait cet équilibre d'une bonne mission de directeur technique national. Mmh. Donc, on peut dire qu'il y a une transversalité dans la mission du DTN en quelque sorte. Il est, à la fois sur la formation, à la fois sur le développement, à la fois sur les détections, sur le haut niveau. Est-ce que c'est, je dirais, cette transversalité qui fait la particularité d'un DTN? C'est vrai que c'est un peu un couteau suisse et quand vous vous engagez dans ce métier-là, vous avez une seule certitude, c'est que vous n'allez pas vous ennuyer. Ouais. Et si vous devez recruter un DTN, quelles seraient les qualités que vous allez chercher chez lui? Je dirais qu'en termes de connaissances métiers, c'est cette notion d'administrateur du sport qui est essentielle. C'est-à-dire que c'est un agent qui va être capable de comprendre le monde dans lequel il agit. Pas être simplement un expert technique de sa discipline. Sinon, il va être complètement en décalage avec son écosystème. Et ça, c'est le premier élément important. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça doit être un acteur qui vient du terrain, d'avoir connu le terrain, savoir ce que c'est que de partir 2, 3, 4, 5, 6 semaines loin de chez soi pour faire des stages, pour aller aux Jeux Olympiques avec son équipe et les conséquences que ça génère, c'est essentiel. Donc, il faut venir du terrain. Et le troisième point, c'est plus sur des savoir-être. C'est-à-dire que le DTN est quelqu'un qui est un facilitateur, pardon, qui va mettre du lien entre les gens, qui ne va pas être dans des postures dogmatiques et surtout qui va faire preuve d'humilité et d'empathie. Quand vous avez l'ensemble de ces ingrédients, et c'est le cas de la très grande majorité de mes collègues aujourd'hui en France, et ben vous avez un système gagnant et vous avez en plus derrière des couples présidents DTN qui fonctionnent bien et des fédérations qui continuent à se développer.
D'autant qu'il doit avoir un certain leadership, donc il doit avoir aussi une vision et il doit aussi, je dirais, savoir motiver, faire bouger l'énergie de ses collaborateurs et de ses équipes, n'est-ce pas? De ses collaborateurs, de ses équipes et aussi de l'exécutif qu'il sert, hein, de ses élus. Parce que même si les élus initialement ont un projet, une vision politique, le DTN peut venir, et d'ailleurs c'est prévu dans nos missions, contribuer et conseiller ces élus sur des orientations politiques que Stratégique. après eux peuvent acter librement. Donc d'avoir cette compréhension du monde dans lequel il évolue est essentiel pour aider les élus à prendre les bonnes décisions, sachant que les décisions après elles leur reviennent. Alors, j'ai une question très, je dirais très basique. Est-ce que, par exemple, vous étiez DTN d'un sport et aujourd'hui vous êtes DTN d'un autre sport? Est-ce que le passage se fait facilement? Est-ce qu'il faut une formation pour connaître en quelque sorte les fondamentaux du sport que vous reprenez après? Alors c'est vrai que là, je suis aujourd'hui dans ma troisième fédération. Avant d'être DTN du canoë-kayak, qui était ma discipline parce que j'étais athlète en canoë de slalom pendant quelques années, j'ai été Oui, DTN adjoint et directeur général de la Fédération française de squash. Puis après, j'ai eu un autre passage aussi à l'INSEP auprès du directeur général. Donc, je veux dire, j'ai eu un parcours assez varié qui m'a permis justement de m'ouvrir sur le monde. J'ai eu, entre guillemets, ce qui est pour beaucoup un peu le Saint Graal, j'ai eu l'honneur et la possibilité de diriger ma fédération d'origine, en plus pendant les Jeux en France, les Jeux de Paris 2024. Donc c'était vraiment, je dirais, un alignement total des planètes. Je et m'étais le fixé canoë a bien performé à Paris? et on a fait un titre et deux médailles d'argent aux Jeux Olympiques et une d'argent et une de bronze aux Jeux Paralympiques. Donc oui, effectivement, on était Ouais. très fiers. Euh, mais je m'étais fixé 8 ans maximum parce que je ne voulais pas rester trop longtemps dans ma fédération. Je pense que le DTN, il doit apporter du sang neuf et il doit aussi savoir laisser la place. Donc j'avais fait le choix de ne pas rester plus longtemps que 8 ans et donc j'ai fait le choix de rester un acteur de terrain en restant directeur technique national et j'ai eu l'opportunité d'aller à la fédération de roller et de skateboard qui s'occupe également de la longue piste sur glace qui me permet aujourd'hui d'être un DTN de sport d'été et de sport d'hiver. Et pour répondre directement à votre question, c'est vrai que c'est pas du tout ma fédération, mais j'ai presque l'impression d'être plus performant en fait. Parce que ça vous impose ou ça vous permet, selon comment on voit les choses, d'être justement en position haute et pas totalement impliqué dans l'opérationnel. C'est pas moi qui vais apprendre aux Ouais. uns et aux autres à faire du roller, du skateboard ou du patinage de vitesse sur glace. Vous me verriez sur la glace, je pense que ça permettrait de faire de l'audience. Mais plus sérieusement, en fait, ça me permet vraiment d'être en position haute et d'accompagner cette organisation, cette fédération, d'accompagner mes collaborateurs, de les questionner, de les faire voir les problèmes sous des angles différents. Et tout ça sans étant impliqué, je dirais émotionnellement, parce que ce n'est pas ma discipline. C'est vraiment pendant quelques années mon travail et j'espère qu'on va avoir les mêmes réussites en roller et skateboard qu'on a pu l'avoir en canoë-kayak. En tout cas, c'est une très belle expérience que vous avez vécue et donc ça vous donne un spectre en quelque sorte pour voir d'une façon encore plus profonde la fonction du directeur technique national auprès d'une fédération. C'est exactement ça. Ça me permet vraiment de voir à 360 l'ensemble des dimensions d'une fédération française et d'essayer d'être le plus performant dans mon métier du moment. Et de votre expérience, Ludovic, et surtout de votre expérience nationale, mais aussi internationale, puisque vous avez beaucoup voyagé, est-ce que il y a je dirais, des directions techniques qui sont plus performantes à travers le monde, et est-ce qu'ils ont une recette particulière pour atteindre cette performance? Alors, est-ce qu'il y a des directions techniques plus performantes que d'autres? C'est assez compliqué à répondre. Par contre, on voit bien qu'en fonction des pays, il y a des philosophies qui sont différentes. Dans certaines nations, le DTN va être exclusivement sur la performance. Dans d'autres, ça va être exclusivement un technocrate, on va dire, du sport. Je pense que la spécificité de la France, c'est qu'on est vraiment sur, et vous l'avez dit tout à l'heure à juste titre,
un peu un couteau suisse, quelqu'un qui est très transversal, qui intervient à peu près sur toutes les dimensions. Beaucoup de DTN en France sont aussi directeurs généraux de leur fédération, ce qui leur permet en fait de piloter la totalité des activités de la fédération qu'ils dirigent. C'est vraiment la particularité du système français. Et pour ma part, je considère que c'est vraiment une de ses forces. Merci beaucoup, Ludovic. J'aimerais te demander, on arrive à la fin de notre visioconférence, s'il y a, je dirais, un conseil à donner aux présidents de fédération par rapport à leurs relations, par rapport, je dirais, à comment renforcer leur direction technique. Quels seraient vos conseils? La première chose que j'aurais envie de dire aux présidents de fédérations nationales, c'est qu'on a quand même une chance inouïe en fait d'intervenir dans ce domaine et dans ce milieu. Je pense qu'il faut qu'on le mesure et qu'on en profite à fond. Ce que l'on fait au quotidien, élus et techniciens, est assez extraordinaire. Et je pense que ça, pour nos pays respectifs, ça a un impact non négligeable et souvent sous-évalué. Par rapport à la relation avec le DTN, j'aurais tendance à dire, choisissez le bon. Prenez le temps de le connaître et de trouver celui qui va correspondre, à vos besoins du moment, à votre projet du moment. Et deuxième point, faites-lui confiance. Faites-lui confiance, travaillez en confiance, créez ce lien de confiance. Et à partir du moment où cette confiance sera inébranlable, sincèrement, vous allez soulever les montagnes. Et pour conclure, j'aimerais bien qu'on revienne sur les rôles, la mission, le champ d'action d'un DTN et comment réussir ce tandem avec un président. Euh, D'une façon, je dirais, concrète, d'une façon pragmatique. D'une manière pragmatique, le rôle du DTN, c'est de mettre en œuvre le projet du président. Et donc, pour réussir, c'est bien comprendre le projet, bien l'opérationnaliser, définir les objectifs qualifiables et quantifiables que le président attend. Et puis derrière, c'est de mettre les moyens en face pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Merci beaucoup, Ludovic. Je vous laisse un mot de conclusion. Je vous remercie et j'espère que j'aurai l'occasion de travailler avec le mouvement olympique marocain parce que je pense que France et Maroc, nous avons beaucoup de choses à partager et à recevoir l'un de l'autre. Je dirais le couple franco-marocain est un vrai tandem aussi. Alors, exactement, moi, j'ai juste une dernière question, Ludovic. Fédération française des DTN, des directeurs techniques nationaux, à quand la Fédération mondiale des directeurs techniques nationaux? Alors, c'est vrai que ça existe en général par fédération internationale. Souvent, les directeurs techniques ou les secrétaires généraux se réunissent, pas forcément de manière aussi structurée que ce que nous, on a pu faire en France. Mais vous avez raison, ça pourrait être bien qu'on travaille avec d'autres pays, pourquoi pas avec le Maroc, si vous voulez, pour créer ce mouvement et contribuer ensemble à ce partage et je veux dire, à ce lien de solidarité entre les techniciens qui occupent les mêmes fonctions. Tout à fait, et surtout pour cette question d'échange de bonnes pratiques entre nous. Exactement. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'en 2018, le comité olympique avait organisé une journée pour les directeurs techniques nationaux des fédérations et l'idée de créer une association aussi marocaine des directeurs techniques nationaux avait émergé. Eh bien, invitez-moi à la prochaine réunion et je partagerai avec vous avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Ludovic. C'était un réel plaisir d'échanger avec vous. Merci pour cet bel échange. Merci. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir.